Mansfield Park de Jane Austen. Chapitre 3. Le premier événement d'importance à se produire dans la famille fut le décès de Mr. Norris, qui survint lorsque Fanny avait environ 15 ans. Il en résulta quelques changements. Mrs. Norris quitta le presbytère, demeura quelque temps à Mansfield Park, puis partit ensuite habiter une petite maison qui appartenait à Sir Thomas, dans le village. Elle se consola de la perte de son mari en se disant qu'elle pourrait fort bien se passer de lui, et de la diminution de son revenu en adoptant une conduite encore plus économe. Le bénéfice devait revenir par la suite à Edmund. Si Mr. Norris était décédé quelques années plus tôt, cette cure aurait été confiée à un ami qui en aurait joui jusqu'à ce qu'Edmund se trouve en âge d'entrer dans les ordres. Mais avant cet événement, les frasques de Tom avaient été si considérables qu'il fallut changer ses dispositions. Et le frère cadet dut contribuer à payer pour les plaisirs de l'aîné. Il existait heureusement un autre bénéfice à disposition de la famille, qui le réserva donc à Edmund. Mais si cela apaisa en partie la conscience de Sir Thomas, celui-ci ne pouvait s'empêcher de ressentir ce nouvel arrangement comme une injustice. Il fit tout ce qui était en son pouvoir pour en convaincre également son fils aîné, dans l'espoir d'obtenir des effets plus durables que ceux qui avaient résulté de tout ce qu'il avait pu dire ou faire à ce jour. « J'ai honte pour toi, Tom, dit-il de son air le plus digne. Je rougis de l'expédient que j'ai été contraint d'adopter. Et il me semble qu'en cette occasion, le frère en toi doit être bien contrit. Tu as privé Edmund pour 10, 20 ou 30 ans, peut-être même pour la vie entière, de la moitié du revenu dont il devait jouir. Peut-être aurons-nous un jour le bonheur de pouvoir lui procurer quelque chose de meilleur et de plus avantageux. Mais il ne faudra pas oublier que cela n'équivaudra jamais à ce qu'il était en droit d'attendre de nous, et auquel il lui faut à présent renoncer en raison du caractère urgent de tes dettes. » Tom l'écouta avec confusion et quelques regrets, mais il se déroba le plus vite possible et se consola égoïstement en se disant que ses dettes n'étaient pas aussi considérables que celles de certains de ses amis, que son père s'était montré particulièrement insommant et que le prochain ecclésiastique mourrait probablement sous peu. Après la mort de Mr. Norris, la cure fut accordée à un certain Dr. Grant, qui vint donc résider à Mansfield. Âgé seulement de 45 ans, il paraissait devoir déjouer les calculs de Mr. Tom Bertram. Mais non, c'est un homme au cou de taureau, probablement sujet à l'apoplexie, et qu'il suffirait de gaver de nourriture pour qu'il passe bientôt de vie à trépas. Il avait une épouse plus jeune que lui de 15 ans, mais pas d'enfant. Le couple s'installa dans le voisinage, précédé d'une bonne réputation. On les considérait comme des gens aimables et respectables. Sir Thomas s'attendait à ce que sa belle-sœur prenne à présent sa nièce en charge. Son statut de veuve et l'âge de Fanny semblaient rendre cette cohabitation on ne peut plus souhaitable. Et comme il avait connu quelques pertes d'argent récentes, liées à sa propriété des Antilles, auxquelles s'ajoutaient les dépenses folles de son fils aîné, Sir Thomas se serait volontiers vu soulagé de l'entretien de Fanny et de l'obligation de pourvoir à son avenir. Il pensait cet arrangement tellement naturel qu'il en parla à sa femme comme d'une chose arrêtée, si bien que, dès que Lady Bertram se trouva en présence de Fanny, elle déclara d'un ton posé. « Eh bien, Fanny, tu vas donc nous quitter pour aller vivre avec ma sœur. En seras-tu heureuse ?» Fanny fut si étonnée qu'elle ne put que répéter les paroles de sa tante. « Moi ? Vous quitter ?»« Oui, ma chère enfant. Pourquoi t'en étonnes-tu ? Tu es restée 5 ans auprès de nous, et ma sœur a toujours manifesté l'intention de te prendre chez elle, à la mort de son époux. Mais tu continueras de venir ici pour m'aider à bâtir mes patrons. » Cette nouvelle fut aussi désagréable à Fanny qu'elle lui était inattendue. Elle n'avait jamais reçu de témoignage d'affection de la part de sa tante Nourrice, et il lui était impossible de l'aimer. « Je serais très triste de m'en aller, » assura Fanny d'une voix tremblante. « Oui, c'est tout naturel. Je crois que depuis ton arrivée dans cette maison, tu n'as jamais eu l'occasion d'être contrariée le moins du monde. »« J'espère ne jamais me montrer ingrate, ma tante, » dit modestement Fanny. « Non, ma chère, je ne le pense pas. Je t'ai toujours trouvée bonne fille. »« Et je ne vivrai plus jamais ici ? » ?»« Non, ma chère enfant, mais tu n'en auras pas moins une maison confortable. Tu n'auras guère de raison de préférer une demeure à l'autre. » Fanny quitta la pièce le cœur gros. Elle avait du mal à ne pas voir de différence entre les deux maisons, et n'éprouvait aucune joie à l'idée d'aller habiter chez son autre tante. Dès qu'elle revit Edmund, elle lui fit part de son chagrin. « Mon cousin, dit-elle, il advient quelque chose qui me fait de la peine, et, bien que vous m'ayez souvent appris à me réconcilier avec des choses qui me déplaisaient d'abord, je crois que vous n'y parviendrez pas cette fois-ci. Je vais vivre définitivement chez ma tante Norris. »« Vraiment ? » »« Oui, ma tante Bertram vient de me l'apprendre.
la décision est prise. Je quitterai Mansfield pour la Maison Blanche dès que ma tante y sera installée. Eh bien, Fanny, si cet arrangement ne vous déplaisait pas, je le trouverais excellent. Oh, mon cousin. Tout parle en sa faveur. Ma tante agit en femme pleine de bon sens, en désirant vivre avec vous. Elle choisit une amie, une compagne idéale, et je suis heureux que son amour pour l'argent ne l'en empêche pas. J'espère que cela ne vous peine pas trop, Fanny. Mais si, je ne peux trouver cela agréable. J'aime cette maison-ci, tout ce qui s'y trouve. Je n'aimerais rien dans l'autre, et vous savez combien je me sens mal à l'aise auprès de ma tante Nourrice. Je ne saurais défendre son comportement avec vous lorsque vous étiez petite. Mais cela a été pareil avec nous tous, à peu de choses près. Elle n'a jamais su se rendre agréable auprès des enfants. Toutefois, vous êtes à présent d'un âge à être mieux traité. Il me semble qu'elle se conduit déjà mieux à votre égard. Et lorsque vous serez sa seule compagne, vous deviendrez nécessairement la personne la plus importante à ses yeux. Je n'aurai jamais d'importance pour quiconque. Et pourquoi cela? Pour une infinité de raisons, ma situation, ma sottise, ma maladresse. Croyez-moi, Fanny, pour ce qui est de la sottise et de la maladresse, ces deux mots ne vous conviennent aucunement, si ce n'est en les employant ici fort mal à propos. Tous ceux qui vous connaîtront vous accorderont une grande importance. Vous avez du bon sens, un agréable caractère, et je suis certain que votre cœur reconnaissant vous portera toujours à montrer de la gratitude face à la bonté que l'on vous témoignera. Je ne connais pas de meilleure qualité pour une amie et une compagne. Vous êtes trop généreux, dit Fanny en rougissant à chaque compliment d'Edmund. Comment puis-je assez vous remercier d'avoir une opinion aussi flatteuse de moi? Ah, mon cousin, si je quitte cette maison-ci, je me souviendrai de votre bonté jusqu'à mon dernier jour. En vérité, Fanny, j'espère bien ne pas être oubliée à une distance aussi courte que celle qui nous sépare de la Maison Blanche. Vous en parlez comme si vous partiez à 200 lieues, alors que vous ne serez que de l'autre côté du domaine. Vous ferez presque tout autant partie des nôtres qu'auparavant. Nous nous verrons tous les jours de l'année, et la seule différence qu'il y aura sera que, habitant chez votre tante, on vous remarquera davantage, et l'on vous mettra en avant, ce qui est très bien. Il y a ici trop de gens derrière lesquels vous abritez. Chez Mrs. Norris, vous ne pourrez faire autrement que de parler en votre propre nom. Oh, ne dites pas cela. Mais c'est vrai, et je le dis avec plaisir. Mrs. Norris est désormais bien plus apte à s'occuper de vous que ne le serait ma mère. Elle est de nature à entreprendre beaucoup pour ceux auxquels elle s'intéresse, et elle vous contraindra à mettre en valeur vos talents naturels. Fanny soupira. Je ne parviens pas à voir les choses comme vous, mais il me faut croire que vous pensez d'une manière plus juste que moi, et je vous suis extrêmement reconnaissante de chercher à me réconcilier avec quelque chose que je ne peux éviter. Si je pouvais me persuader que ma tante Norris se soucie réellement de moi, je serais enchantée de compter aux yeux de quelqu'un. Ici, je sais que je ne compte pour rien, et pourtant, j'aime ce lieu de tout mon cœur. Ce lieu, Fanny, vous ne le quitterez pas, même si vous n'habitez plus la maison. Vous pourrez vous promener dans le parc et les jardins. Votre petit cœur fidèle n'a pas à s'inquiéter d'un changement de pure forme. Vous emprunterez les mêmes allées, fréquenterez la même bibliothèque, croiserez les mêmes personnes, monterez le même cheval. Oui, c'est vrai, ce cher vieux poney gris. Ah, mon cousin, quand je me rappelle combien je craignais de monter à cheval, et la terreur que j'éprouvais lorsque j'entendais dire que cela me ferait sans doute du bien. Comme je tremblais lorsque je voyais mon oncle ouvrir la bouche pour parler chevaux. Quand je pense à tout cela et à votre gentillesse, à tout le mal que vous vous donniez pour me raisonner, dissiper mes craintes et me persuader que cela me plairait au bout de quelque temps. Et quand je constate à quel point vous avez vu juste, j'ai tendance à espérer que vous prédirez toujours l'avenir aussi bien. Je suis quant à moi tout à fait convaincue que vivre avec Mrs. Norris sera aussi favorable pour la formation de votre esprit que l'équitation l'a été pour votre santé, et en fin de compte, tout aussi propice à votre bonheur. Ainsi se termina cette conversation qu'il aurait, au vu du bénéfice qu'allait en retirer Fanny, aussi bien pu s'épargner. Car Mrs. Norris n'avait pas la moindre intention de la prendre en charge. Si cette idée lui était bienvenue, étant donné la situation, elle y songeait comme à une chose à éviter avec soin. Afin que l'on n'attende pas d'elle un tel geste, elle avait choisi la plus petite maison bourgeoise de la paroisse de Mansfield. La Maison Blanche était en effet tout juste assez grande pour l'accueillir avec ses domestiques et offrir une chambre d'amis, ce sur quoi elle avait insisté tout particulièrement. Les chambres d'amis ne lui avaient jamais servi au presbytère, mais en réserver une pour un ami de passage était à présent une nécessité absolue. En dépit de ces précautions, on la soupçonna d'entretenir des intentions plus généreuses, à moins que justement l'accent qu'elle avait mis sur l'importance d'avoir une chambre d'amis n'ait conduit Sir Thomas à supposer que celle-ci était destinée à Fanny. Lady Bertram s'en assura bientôt en faisant observer d'un ton négligent à Mrs. Norris. « Je pense, ma sœur, que nous n'aurons plus besoin de Miss Lee quand Fanny ira vivre chez vous. » Mrs. Norris faillit sursauter. « Vivre chez moi, chère Lady Bertram, que voulez-vous dire? Ne va-t-elle pas habiter avec vous?
Je croyais que vous aviez arrangé la chose avec Sir Thomas. Moi? Jamais de la vie. Jamais, jamais je n'ai touché un mot de cela à Sir Thomas. Et lui-même ne m'en a rien dit. Fanny, vivre avec moi? C'est la dernière chose au monde à laquelle je penserais, et la dernière à souhaiter, pour quiconque nous connaît un peu toutes les deux. Mon Dieu, que ferais-je de Fanny? Moi, une pauvre veuve éplorée, sans ressources, anéantie, qui n'a plus de goût à rien, que ferais-je d'une jeune fille de 15 ans? L'âge où on a le plus besoin d'attention et de soins, et où l'on met à l'épreuve les caractères les plus enjoués. Assurément, Sir Thomas ne peut sérieusement s'attendre à une telle démarche de ma part. Il me connaît trop pour cela. Aucun de ceux qui me veulent du bien ne peut vouloir me charger d'un pareil fardeau. Comment Sir Thomas en est-il arrivé à aborder pareil sujet? Mais je l'ignore. J'imagine qu'il considérait cela comme la meilleure solution. Et qu'a-t-il dit? Il n'a pu affirmer qu'il désirait vraiment que je prenne Fanny. Je suis sûre qu'au fond de son cœur, il n'attend pas cela de moi. Non, il a seulement dit qu'il croyait la chose probable. Et moi aussi. Tous les deux, nous étions persuadés qu'elle serait un réconfort pour vous. Mais si cela vous déplaît, n'en parlons plus. Elle ne nous gêne pas ici. Ma chère sœur, au vu de ma déplorable situation, comment Fanny pourrait-elle m'être d'un quelconque réconfort? Moi, une pauvre veuve affligée, privée du meilleur des maris, à la santé ruinée parce que je l'ai soignée et assistée. Pis encore, moi qui n'ai plus le cœur à rien, moi qui ne trouve plus de paix en ce monde, dispose à peine du nécessaire pour tenir mon rang sans déshonorer la mémoire du cher disparu. Quel réconfort pourrais-je bien tirer de la prise en charge de Fanny? Quand bien même je le souhaiterais pour moi, je refuserais de faire subir pareille injustice à cette pauvre enfant. Elle est entre de bonnes mains et assurée de réussir. Moi, il ne me reste qu'à lutter du mieux possible, au milieu de mes chagrins et de mes difficultés. Vous ne serez donc pas gênée de vivre seule, sans personne pour vous tenir compagnie? Ma chère Lady Bertram, comment pourrais-je vivre autrement que seule à présent? J'espère accueillir de temps à autre une amie dans mon humble demeure. J'aurai toujours un lien à sa disposition. Mais je passerai la plupart de mes jours dans un isolement total. Je ne demande qu'une chose, c'est de réussir à joindre les deux bouts. J'espère, ma sœur, que vous ne serez pas aussi démunie malgré tout. Sir Thomas affirme que vous disposerez de 600 livres par an. Je ne me plains pas. Je sais que je ne pourrai plus vivre comme je l'ai fait autrefois, mais j'apprendrai à modérer mes dépenses et à être plus économe. Jusqu'ici, j'ai tenu ma maison avec libéralité, mais à l'avenir, je n'hésiterai pas à épargner. Ma position sociale est tout aussi affligée que mes revenus. En tant que pasteur de la paroisse, on attendait de Mr. Norris bien des choses que l'on ne pourra attendre de moi. Il est difficile de s'imaginer la quantité de nourriture qui a été consommée dans notre cuisine par de simples visiteurs de passage. À la Maison Blanche, il faudra y regarder de plus près. Je ne devrais pas excéder mes ressources, sous peine de sombrer dans la misère. Et je dois bien avouer que j'éprouverai une grande satisfaction à en faire même davantage et à mettre à la fin de l'année quelque argent de côté. Vous y parviendrez sans doute. Vous y avez toujours réussi, n'est-ce pas? Mon but, Lady Bertram, est d'être utile à ceux qui viendront après moi. C'est pour le bien de vos enfants que je voudrais être plus riche. Je n'ai personne d'autre à qui penser, et je serais heureuse de pouvoir leur laisser quelque chose qui soit digne d'eux. Vous êtes bien bonne, mais ne vous tracassez pas pour cela. Leur avenir est assuré. Sir Thomas y pourvoira. Pourtant, vous savez bien que les ressources de Sir Thomas risquent d'être considérablement réduites, si les bénéfices de sa propriété d'Antigua se révèlent aussi maigres que ce que l'on prévoit. Oh, cette histoire sera bientôt réglée. Je sais que Sir Thomas a écrit à ce sujet. Tant mieux, Lady Bertram, déclara Mrs. Norris en s'apprêtant à partir. Je veux simplement dire que mon seul désir est d'être utile à votre famille. De fait, si Sir Thomas vous reparle d'envoyer Fanny chez moi, vous pourrez lui dire que ma santé et mon abattement s'opposent totalement à ce projet. D'ailleurs, je ne pourrais même pas lui proposer un lit, car je me fais un devoir de conserver une chambre d'amis. Lady Bertram rapporta cette conversation à son mari, le convainquant qu'il s'était trompé sur les vues de sa belle-sœur. Dès lors, Mrs. Norris n'eut plus à craindre qu'il attende quoi que ce soit d'elle, ni qu'il y fasse la moindre allusion. Sir Thomas s'étonna bien sûr de son refus à accomplir un geste pour une nièce dont elle avait tant encouragé l'adoption. Mais comme Mrs. Norris avait pris soin de lui faire comprendre, ainsi qu'à Lady Bertram, que tout ce qu'elle possédait reviendrait à leur famille, il se réconcilia bientôt avec l'idée qu'il pourrait ainsi mieux assurer la dot de Fanny, dans une situation qui resterait avantageuse et flatteuse pour les siens. Fanny apprit très vite qu'elle avait eu tort de s'affliger pour ce projet, et l'explosion de joie sincère qu'elle ressentit consola Edmund de la disparition des avantages qu'il en avait attendus pour sa cousine. Mrs. Norris s'installa à la Maison Blanche. Les Grant arrivèrent au presbytère, et quand ce fut fait, pendant quelque temps, tout reprit son cours à Mansfield comme à l'accoutumée. Mr. et Mrs. Grant, tout disposés à se montrer amicaux et sociables, furent accueillis avec beaucoup de satisfaction par le voisinage.
Ils avaient cependant leurs défauts, que Mrs. Norris sut bientôt découvrir. Le docteur Grant appréciait les plaisirs de la table et exigeait un bon dîner chaque jour. Mrs. Grant, au lieu de se montrer économe, donnait à sa cuisinière des gages aussi élevés que ceux de Mansfield Park, et ne se montrait presque jamais à l'office. Mrs. Norris ne parvenait pas à conserver son sang-froid lorsqu'elle exprimait son indignation ou évoquait la quantité de beurre et d'œufs consommés à l'ordinaire dans cette maison. Personne n'appréciait davantage l'abondance et le sens de l'hospitalité qu'elle-même. Personne n'avait davantage en horreur la mesquinerie. Mais en son temps, le presbytère, où l'on n'avait jamais manqué de rien, n'avait jamais eu mauvaise réputation. Elle ne parvenait pas à comprendre le train de vie que l'on y menait à présent. Une grande dame n'avait pas sa place dans un presbytère de campagne. Mrs. Norris se montrait tout à fait persuadée que Mrs. Grant n'aurait pas eu à rougir en pénétrant dans son propre garde-manger. Elle avait eu beau se renseigner partout, impossible d'établir que Mrs. Grant avait un jour disposé de plus de 5000 livres. Lady Bertram écoutait ces critiques d'une oreille distraite. Elle ne pouvait partager l'indignation d'une spécialiste des économies. En revanche, elle ressentait comme une injustice à l'égard de sa propre beauté le fait que Mrs. Grant, dépourvue quant à elle de charme particulier, soit aussi favorisée dans l'existence. Elle exprimait son étonnement à ce sujet presque aussi souvent que Mrs. Norris revenait sur le sien, mais avec plus de concision. Ce débat durait depuis près d'une année, quand survint un événement si important pour la famille qu'il occupa à lui seul toutes les pensées et conversations de ces dames. Sir Thomas jugea nécessaire de se rendre en personne à Antigua pour y mieux régler ses affaires, et il emmena son fils aîné afin de le soustraire à de mauvaises relations. Lorsqu'ils quittèrent l'Angleterre, ils prévoyaient une absence d'une année. La nécessité de cette mesure du point de vue financier et l'espoir qu'elle se relèverait utile pour son fils consolèrent Sir Thomas du chagrin qu'il éprouvait à quitter sa famille et à laisser ses filles sous l'autorité d'autres personnes, à un moment de leur vie particulièrement intéressant. S'il ne pouvait se fier à Lady Bertram pour le remplacer auprès d'elle, ou plutôt tenir le rôle qui aurait dû être le sien, il avait assez de confiance en la vigilance de Mrs. Norris et dans le jugement d'Edmund pour partir sans appréhension au sujet de leur conduite. Lady Bertram ne se réjouit nullement du départ de son mari, mais elle ne s'inquiéta aucunement pour sa santé, sa sécurité ou son confort. Elle faisait partie de ces gens qui tiennent pour négligeables les dangers, les difficultés ou les épreuves auxquelles s'exposent tout autre qu'eux-mêmes. Les demoiselles Bertram furent grandement à plaindre dans cette circonstance. Non pas à cause de leur chagrin, mais plutôt parce qu'elles n'en éprouvaient pas. Elles n'avaient aucune affection pour leur père, ce dernier n'avait jamais vu leur distraction d'un bon œil. Et son absence leur parut malheureusement très agréable. Elle les libérait de toute contrainte. Et, sans rechercher les plaisirs que Sir Thomas leur aurait probablement interdits, elles se sentirent aussitôt maîtresses de leur sort et eurent l'impression que tout allait leur être permis. Fanny éprouvait à peu de choses près les mêmes sensations que ses cousines, mais son caractère plus sensible lui faisait se les reprocher comme la manifestation d'une ingratitude. Elle s'affligeait sincèrement de n'avoir pas de peine. Sir Thomas, qui avait tant fait pour elle et pour ses frères, s'embarquait peut-être pour ne plus revenir. Comment pouvait-elle le voir partir sans une larme? C'était une honte de se montrer aussi insensible. Il lui avait d'ailleurs dit, le matin de son départ, qu'il espérait qu'elle pourrait revoir William au cours de l'hiver, et l'avait chargé de lui écrire pour l'inviter à venir à Mansfield aussitôt que l'on apprendrait que son escadre était arrivée en Angleterre. Quelle gentillesse, quelle générosité de sa part, quelle attention! S'il lui avait souri et avait ajouté « Ma chère Fanny », elle aurait oublié toutes ces paroles un peu sèches, tous ces regards désapprobateurs. Mais il avait terminé son discours d'une manière qui l'avait attristé et humilié. Si William vient à Mansfield, j'espère que vous réussirez à le convaincre que les années qui se sont écoulées depuis votre séparation n'ont pas été entièrement inutiles à votre instruction. Et je crains qu'il ne trouve sa sœur aussi peu avancée dans son éducation à l'âge de 16 ans que lorsqu'elle en avait 10. Cette réflexion la fit beaucoup pleurer une fois son oncle parti. Et ses cousines, en lui voyant les yeux rouges, la tinrent pour une hypocrite.